Bonsoir. Vous êtes en forme, hein? Vous avez chaud? Plus chaud que le climat. Bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait très plaisir qu'on se retrouve dans cette salle, désolée, trop petite, pour vous accueillir toutes et tous. Écoutez, on est à 1 an exactement des élections municipales. Tadadam! À 1 an exactement. Alors qu'est-ce qu'on veut pour ces prochaines municipales? Est-ce qu'on souhaite reconduire pour un 4e mandat l'équipe municipale sortante? Non! Ben non, parce qu'en fait on pourrait résumer leur bilan à 3 mots. Gentrification, gentrification, bétonisation et privatisation. Voilà. Et est-ce qu'on pense que l'enjeu de ces élections municipales, ça doit être un concours pour une structure de reclassement ou de recyclage de degrés de macronisme qui souhaitent s'évader du bateau gouvernemental qui coule? Non. Non plus. Voilà. Donc on souhaite au contraire engager une toute autre démarche, une démarche citoyenne, parce qu'on pense qu'on doit pouvoir réinventer une ville totalement différemment. Une ville qui respire, une ville où il fait bon vivre, et une ville populaire, une ville qui arrête de chasser les Parisiennes et les Parisiens. Alors pour commencer ce petit propos introductif et cette soirée, moi je voudrais vous dire que hier j'étais avec plein d'autres ici dans la salle à la journée de lancement d'un nouveau mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, désolé pour mon accent, et qui souhaite engager la désobéissance civile et pacifique par rapport à l'urgence climatique. Et puis vendredi et les autres vendredis d'avant, je pense que vous tous vous avez été très impressionnés par ces mobilisations historiques de la jeunesse qui fait grève pour le climat. Et puis il y a 2 semaines, on était extrêmement nombreux dans toute la France, 350 000 gilets jaunes et gilets verts, pour exiger l'urgence climatique et sociale et dénoncer l'inaction des gouvernements à ce sujet. Et je pense vraiment que la question écologique doit être notre boussole dans cette bataille municipale. C'est l'enjeu premier. Regardez cette irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent, qui font comme si de rien n'était. Ils sont là en train de nous dire et nous montrer attention, le Fouquet's brûle, et pendant ce temps ils sont en train de cramer la planète. On est dans une situation gravissime où c'est l'extinction même de notre humanité qui est mise en jeu. Alors est-ce qu'on se voit la face et est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on se dit il faut penser totalement autrement la politique, repenser totalement et changer de système pour pouvoir sauver les conditions mêmes de notre survie d'humanité dans cet écosystème. Et c'est une question majeure qui engage Paris. Paris doit se repenser totalement autrement. Et regardez que font-ils à Paris. À Paris, finalement, moi je dirais, avec cette petite phrase qui n'est pas de moi, qui est de 2 économistes, qui finalement décrivaient les dirigeants des grandes métropoles comme des trafiquants de cam. Eh bien oui, sachez qu'il va falloir qu'on chasse les trafiquants de cam. Alors qu'est-ce que c'est que ces trafiquants de cam? Cam, C-A-M-E, compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. C'est une politique qu'ils mènent alors que ce soit l'équipe actuelle ou ceux qui souhaitent, dans les degrés de macronisme, y postuler, eh bien qui organisent cette conception de la métropolisation qui est un véritable désaménagement du territoire. Ils sont en train, par le désaménagement du territoire et accéléré par notamment leur ambition des Jeux Olympiques, l'ambition du fric, ils sont en train d'accélérer la catastrophe écologique. Regardez ce qu'ils font. L'ensemble des projets complètement hallucinants qui se prévoient vont totalement à l'encontre des urgences en termes de besoins de la population. Ça va être un grand métro pour relier l'aéroport Charles de Gaulle à Paris à 23 €, alors qu'on est tous en train de craquer dans le RERB. Ça va être de laisser faire un grand centre commercial géant, Europa City, alors qu'il faut préserver nos terres agricoles. Et finalement, on voit à travers ce désaménagement du territoire qu'on met en concurrence les territoires et qu'on les spécialise. Alors ici, la Défense, il faut absolument attirer les numéros 1 de la City. Et bientôt, il faudra aussi les attirer au niveau de la Tour Triangle. Et puis à tel endroit, on va laisser reléguer celles et ceux qui travaillent dans Paris mais qui n'ont pas les moyens d'y vivre au fin fond du 93. Et puis les classes moyennes, on les abandonne dans l'étalement urbain.
Et à la conséquence de tout cela, c'est un allongement des durées de distance domicile-travail. C'est une aberration écologique. Cette question écologique, elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'on est de toutes les luttes. Non, on n'accepte pas qu'il y ait un centre d'incinération prévu au niveau de nos déchets près d'Ivry, dans le 13e, qui va coûter 2 milliards d'euros pour Suez, alors que l'urgence, c'est de réduire les déchets. Non, nous n'acceptons pas qu'à Paris, la moindre friche, le moindre espace vert, eh bien, soit l'objet de convoitise immobilière et de la ville de Paris dans des beaux dispositifs réinventés Paris, mais qui visent finalement à vendre le moindre mètre carré aux promoteurs. Non, on va défendre. Et on va continuer à défendre, bec et ongle, le moindre arbre, le moindre espace vert. Non, on n'accepte pas l'ensemble des projets où derrière, finalement, un greenwashing permanent, à travers un plan climat qui peut paraître enthousiasmant dans la mise en mots, eh bien, dans la réalité, les politiques sont contraires. Regardez jusqu'au scandale du théâtre du Châtelet, qui en partie va être financé par le mécénat pour Total, alors que c'est le plus gros pollueur. Ils sont dans une logique telle de vente du foncier qu'ils ont même été capables, savez-vous, de vendre la Seine. Ça paraît dingue, hein, vendre la Seine. Comme ils avaient vendu tout le foncier, ben, ils se sont dit, allez, la Seine, pourquoi pas. Ils ont pondu un projet pour créer eh bien, des ponts à travers la Seine, mais des ponts privés pour centres commerciaux. Eh bien, cette ville-là, on n'en veut pas. On pense qu'il y a une urgence à l'échelle nationale et internationale de sortir du dogme de la croissance, du déménagement permanent du monde à travers les accords de libre-échange, de toute cette logique productiviste, extractiviste, et à l'échelle de la ville, ben, qu'il faut ralentir la ville. Oui, il faut lutter contre les voitures, mais aussi contre les distances domicile-travail, donc il faut absolument arrêter d'organiser une ségrégation sociale de l'espace métropolitain. Ces enjeux écologiques sont centraux, mais c'est aussi des enjeux sociaux pour nous très importants. J'ai quand même pris des petites notes, hein, quand même. Mais je sais que je ne vais pas les suivre, hein, puis je vais essayer aussi de ne pas vous refaire une conférence gesticulée d'1h30. Hein. On m'a dit que c'était pas ça le timing. Hein. Bien. Alors pendant ce temps, ils sont tous là, à l'unisson, hein, à nous parler de l'enjeu d'être du côté des familles des vitrines. Alors je rassure tout le monde, et vous le savez tous ici, nous on a été de toutes les manifestations Gilets jaunes depuis le 17 novembre, depuis la première. Je sais que toutes et tous vous y étiez. Le gouvernement et les médias dominants n'ont pas arrêté de dénigrer ce mouvement par tous les moyens, eh bien, toutes et tous ici, comme l'écrasante majorité, on a défendu une stratégie pacifique. Parce qu'on sait que, bah oui, la violence radicale, bien souvent, face à la violence d'État, elle ne fait pas le poids. Et que c'est important de faire la démonstration de la force du nombre. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont cessé de criminaliser, ils n'ont cessé de mutiler. Ils ont matraqué. D'ailleurs, vous avez vu que ceux qui matraquent, y compris les députés, sont promus. Vous allez avoir, vous avez d'ores et déjà un nouveau préfet promu pour avoir matraqué un député. Et pendant ce temps, par contre, ceux qui s'étaient d'ailleurs opposés, pas à l'affaire Benalla, mais en tous les cas au silence, ils ne voulaient pas être complices de l'affaire Benalla, et bien à la préfecture de police, ils ont tous été limogés. Alors ils matraquent, ils fichent également. Vous avez vu ces lycéens d'Arago qui s'étaient mobilisés contre Parcoursup il y a 1 an, et bien ils sont fichés S aujourd'hui. Voilà l'étape de la répression. Ils ont pondu une loi, la loi anti-casseurs, pour restreindre le droit de manifester, et voilà même qu'ils ont décidé d'envoyer l'armée. Cette logique-là est hallucinante. Cette logique-là, elle n'est pas simplement dans le gouvernement. Hein. Croyez-moi, au Conseil de Paris, on l'a aussi. Hein. Je vous lis par exemple un petit tweet de Jean-François Martins. Vous le connaissez, Jean-François Martins? Il n'est pas dans la salle. Ben non, très peu de gens le connaissent, mais lui, il croit qu'il est hyper connu. Mais grâce à moi, je vais le rendre plus connu de vous toutes et tous. C'est l'adjoint au sport, c'est l'adjoint Jeux Olympiques de Madame Hidalgo. Déjà, je sens que vous l'aimez. Alors, il a fait un petit tweet qui, je crois, disait un truc comme ça. Il mettait les photos où il y avait Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous connaissez. Et moi, on était dans la manifestation Gilets jaunes et je peux vous dire qu'il avait eu un accueil extrêmement chaleureux. Petit tweet de Jean-François Martins. On se souviendra au municipal que Simone et Mélenchon étaient avec les casseurs dans la rue. Là, c'est pas sûr qu'on se souvienne de lui. Mais, en vérité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils y comprennent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y comprennent face à cette insurrection citoyenne historique où des hommes et des femmes sont sortis de la honte qu'ils ressentaient et ont décidé de sortir de l'isolement, d'organiser des solidarités
une fraternité, une sororité. Et pour dire, ben voilà, nous on n'arrive plus à boucler les fins de mois, on n'arrive plus à remplir le frigo, mais on veut avoir la tête haute, on veut se battre. On veut juste un petit coin de soleil, là, hein, au bout du tunnel de la lutte. On veut que ça change. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y comprennent? À Paris aussi, ils ne peuvent rien y comprendre. Ils ne peuvent rien y comprendre. Paris est devenue la ville la plus chère, la deuxième ville la plus chère du monde. Vous vous rendez compte? Ben oui, les loyers ont explosé de 50% en 10 ans. Paris, maintenant, perd de ses habitants. On est face à une baisse démographique de la capitale. Vous savez, en 2001, il y avait 36% d'ouvriers employés dans Paris, et aujourd'hui, il y en a plus de 25%. Voilà. Par contre, 50% des contribuables parisiens correspondent en fait aux 20% les plus hauts revenus sur notamment la taxe d'habitation. Ça vous donne une idée de la sociologie, comment elle évolue à Paris. Eh bien, nous, on ne veut pas se résigner à cela. On pense qu'il est possible d'inventer, au contraire, un Paris populaire, un Paris solidaire. Ben oui, parce qu'il y a 110 000 logements vides à Paris. Et vous avez des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux inoccupés. Alors qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la loi de réquisition? C'est pourtant possible, c'est pourtant nécessaire. Il y a le cadre législatif, il ne manque que la volonté politique. La volonté politique municipale d'organiser le bras de fer, car même si la mairie n'a pas la compétence du préfet pour organiser l'arrêté d'application de la loi de réquisition, quel bras de fer avez-vous vu mené par la ville de Paris? Aucun. Alors oui, on veut penser à Paris autrement. Très loin des concours d'ego, on veut engager une autre démarche, parce que pour résister à tout cela, eh bien, il va falloir émanciper Paris et l'ensemble des usages de la ville des intérêts privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre les services publics coûte que coûte. Défendre ce qui existe et en créer de nouveaux. Mais pour ça, il va falloir résister à l'austérité. Alors un petit mot quand même sur l'enjeu des élections européennes. Pour nous, elles sont déterminantes, parce que tout part de là. Et moi, je suis très fière qu'on ait une liste insoumise, maintenant le peuple, conduite par Manon Aubry, qui, justement, est la seule liste qui décide de s'engager pour la rupture avec les traités, qui organise l'austérité, qui organise la marchandisation. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, toutes les privatisations, le fait que Vélib, ce soit toujours le privé, le fait que les parkings municipaux se gavent sur votre dos de 40 millions d'euros de BLF par an, le fait que la verbalisation du stationnement, son contrôle ait été privatisé, on le doit à un élu vert. Mais le fait que, par exemple, Macron, oui, qui était le candidat aux élections municipales en 2014, le fait que Macron ait imposé une contractualisation, c'est-à-dire une mise sous tutelle du budget de la ville au ministère de Bercy, est-ce que vous croyez que même les élus communistes y soient opposés? Non, ils se sont abstenus. Donc il va falloir une résistance. On a besoin de députés là-haut qui résistent contre la logique des lobbies, contre la logique du libre-échange, des traités européens, de l'austérité, mais il va falloir aussi que sur Paris, eh bien, on fasse une résistance extrêmement massive. Je voudrais terminer mon propos, je ne sais pas si je me retrouve dans mes fiches, mais c'est pas grave. Pour changer radicalement le curseur, pour pouvoir changer radicalement l'ensemble de ces politiques, il va falloir une démarche citoyenne déterminée. Parce que nous sommes la force du nombre. Et c'est cela qu'il va falloir démontrer. Moi, la campagne municipale que je souhaite vous proposer, qui s'engage à partir de ce soir, eh bien, elle s'inscrit finalement dans la continuité que beaucoup d'entre vous ont menée avec moi depuis la dernière municipale. Parce que regardez, comme le disait Sarah, je peux rouler des mécaniques et dire, ouais, à chaque conseil de Paris, attention, à moi toute seule, j'ai un temps de parole aussi important qu'un groupe. Je présente, c'est que là, à ce conseil, on a présenté 27 vœux. Ouais. Mais il est temps de dévoiler le secret. C'est pas moi et ma petite tête toute seule qui est capable de pondre ces 27 vœux. C'est parce que, en fait, eh bien, de mois en mois, à chaque fois, sur l'ensemble des luttes, on se l'a fait la connaissance les uns les autres. Là, je sais que tout à l'heure, je discutais avec une guide conférencière, je ne sais plus où elle est, il y avait un taxi tout à l'heure, il y avait les kiosquiers, il y avait celles et ceux qui luttent sur les batailles écologiques, il y a ceux qui luttent pour défendre les équipements culturels et artistiques, vous avez aussi les mouvements associatifs, vous êtes tous et toutes des résistants qui incarnent des combats différents dans la ville. Vous m'avez alerté. Et si à un moment donné j'ai relayé votre combat, vous m'avez aidé à en rédiger les vœux ou les argumentaires des délibérations, eh bien ce travail on va l'amplifier. On va l'amplifier dans cette campagne. C'est la démarche Paris en commun, c'est celle-là. C'est ensemble de faire le pari qu'on ait l'intelligence du nombre et qu'on est capable d'élaborer un projet pour Paris bien plus intelligent que celui des commissaires-priseurs qui sont en place ou qui veulent y postuler. Parce que nous sommes l'intérêt général, nous sommes son incarnation et sa défense.
parce que nous sommes celles et ceux qui font la vie à Paris, dans tous ses usages de la vie. Alors, pour finir, moi ce que je nous souhaite à toutes et tous, c'est de faire une campagne pas comme les autres, une campagne qui soit joyeuse, qui soit insolente, qui soit audacieuse, déterminée. Et vous savez que Madame Hidalgo veut nous contester le droit d'utiliser ce terme Paris en commun. Elle nous a envoyé les plus gros avocats de la ville de Paris pour nous empêcher, à l'INPI, de pouvoir utiliser ce terme. Mais elle ne pourra jamais nous empêcher de faire le Paris en commun. Elle ne pourra pas trouver des avocats qui nous empêchent de construire et d'agir. Alors on lui laisse le pari de quelques-uns, et nous ensemble, à partir de ce soir, on s'engage pour le Paris en commun. Merci à vous tous.